Je suis un homme très sensible, insécure, peureux et émotif. Je suis un homme pour qui la relation amoureuse et sa fille occupent une place prioritaire. Je suis un homme marqué par la peur du ridicule. Je suis un homme qui aime se sentir proche des autres hommes. Je suis pas un homosexuel, mais j'ai besoin d'échanger avec d'autres hommes. Cela m'apporte beaucoup dans mon sentiment d'être moi-même plus homme. Moi, je suis un gars qui a peur, qui a de la peine, mais je reste un gars quand même. Ça fait que ça donne le droit aux autres gars de gars, je peux accueillir ça, puis moi aussi, je vais rester un gars. Je perds pas mon identité de gars parce que j'ai ces sentiments-là. là. Il est thérapeute en relation d'aide depuis plus de 30 ans. Il est conférencier, animateur et formateur au Centre de relations d'aide de Montréal. Il s'intéresse à l'émotivité masculine depuis plusieurs années et complète actuellement une maîtrise sur la culpabilité et l'insécurité chez les hommes. Il est finalement l'auteur de 3 livres qui se sont vendus à des milliers d'exemplaires, dont le best-seller « Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme ». Aujourd'hui, sur le chemin vers soi, on parle d'identité masculine avec mon invité, Yvan Phaneuf. Hey, salut Yvan. Salut Sébastien. Écoute, merci de revenir pour une 3e fois sur le chemin vers soi pour parler entre autres de ton livre « Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme ». Mais spécifiquement aujourd'hui sur un sujet qui m'a vraiment fasciné dans ton livre, qui concerne l'identité masculine. Puis peut-être qu'on pourrait faire un petit retour sur qu'est-ce qu'on a fait depuis le début. En fait, le premier épisode qu'on a fait ensemble, on a parlé un peu comme de la condition où on en est avec les gars en 2022. Ensuite de ça, on a parlé des masques masculins. Une façon défensive, finalement, de ne pas être avec nos émotions. Et aujourd'hui, on parle de l'identité masculine. Yvan, les gars sont-ils en crise d'identité? Bien, en tout cas, il y a une crise. Il y a une crise certaine. Il y a une remise en question sur l'insatisfaction chez les gars que ça amène certains comportements qu'on a. Certains comportements liés au conditionnement masculin. C'est pas qu'on est pire que les femmes ou qu'il y en a un, il n'y a pas de compétition là, mais il y a un aboutissement insatisfaisant dans le conditionnement masculin. Premièrement, on manque d'accueil de soi, de ce qu'on est complètement comme personne. Que ce soit ceux qui accueillent beaucoup la force, l'affirmation, puis qui rejettent la vulnérabilité, puis les autres qui accueillent beaucoup la vulnérabilité, la sensibilité, mais qui perdent l'affirmation. Il y a ces 2 pôles-là qui jouent. Et le résultat demeure insatisfaisant parce qu'il y a une partie de soi qui n'est pas accueillie, qui n'est pas écoutée. Surtout ce bout-là, moi, qui m'intéresse. C'est que la crise, la remise en question, c'est ma façon d'être, le conditionnement que j'ai comme gars, devient un obstacle à bien prendre soin de moi, à tous les niveaux. Avec soi-même, puis relationnellement avec les autres aussi. Fait que ça c'est remis en question. Ça, c'est une crise. Puis ça résulte, comme on a nommé aussi, qu'il y a des gars qui deviennent violents. Exact. Tu sais, le MeToo, qui deviennent dominateurs, Ils ne savent pas s'occuper de leurs besoins. Les besoins, c'est humain, ils sont là de toute façon. Fait que tu t'en occupes, que tu t'en occupes pas, ils vont agir pareil. Fait que si tu t'occupes pas de ton besoin de sécurité, ton besoin d'amour, bien, ça va sortir quand même. Tu vas essayer de dominer, tu vas refouler, tu vas te mettre de côté, tu vas contrôler, tu vas agresser. C'est là. Les besoins ont soif. Donc, de toute façon, tu vas y réagir. Et c'est ça, je trouve, qui est remis. Là où on est rendu, c'est ça qui est remis en question. C'est pas juste les gars dans notre façon d'agir. C'est pas correct, c'est pas correct envers les autres, c'est violent. Mais c'est que c'est pas satisfaisant. Et c'est ce point-là que je trouve important. Et là, oui, il y a une remise en question. Fait que la crise d'identité ou la crise des hommes, de la façon dont tu me le décris, puis je le vois, c'est que d'un côté, avec le mouvement MeToo, on a vraiment dénoncé la violence que les hommes portent aux femmes ou aux hommes,
Mais à l'intérieur, le gars vit sa crise à l'intérieur. Il y a une crise interne pour le gars qui, la résultante de ça devient la violence. Mais c'est un peu ça qu'on veut regarder en quelque part aujourd'hui. Qu'est-ce qui emmène les gars à avoir des comportements défensifs, des comportements violents parfois? Pour pouvoir arriver à remettre ça en question, puis choisir d'autres comportements. Que ce soit de la vulnérabilité ou de l'agressivité ou de la colère, bien, comment fonctionner à partir de l'élan qui va vers le besoin, que cacher ce que je suis dont j'ai honte. C'est ça la remise en question. Puis, comme tu as dit, le mouvement MeToo a amené une remise en question. Puis là, on est rendu par la dénonciation, là, on est rendu dans l'invitation. Là, exact. Pour les gars de choisir d'autres modes de fonctionnement plus satisfaisants. Puis ça, ben, tu sais, moi, j'en ai à mon bureau que je reçois plein de gars qui se remettent en question à ce niveau-là, qui viennent pas juste parce qu'ils sont pas corrects dans leur agir, c'est qu'ils sont pas satisfaits dans leur vie, qui cherchent autre chose, mais que c'est pas clair qu'est-ce qui fait ça. T'sais? Mais c'est un manque d'écoute de soi, là, un manque d'écoute de ce que je vis, puis des besoins que j'ai, puis ils peuvent être larges, mais ils peuvent être assez distinctifs, parce qu'il n'y a pas un livre qui existe. Tu sais, Sébastien Toupin, dans telle situation avec telle personne, t'agis comme ça. Tu sais, ça devient plus spécifique. Yvan Faneuf, dans tel... Tu sais, ce livre-là, il n'existe pas. C'est toi qui dois l'écrire, mais comment tu vas l'écrire? En écoutant ce que tu ressens, ce que tu as besoin, puis en osant aller vers tes besoins. Tu sais, ça me fait penser aux peines d'amour. Oui. C'est un des défis, ça, quand un gars vit une peine d'amour, de la vivre. Puis là, un soir, tu sais, le gars souffre, s'ennuie, trouve ça dur, il se sent seul. Qu'est-ce qu'il fait s'il n'est pas capable d'aller vers son besoin? Il va boire, il va se distraire, il va cruiser des filles qui ne sont vraiment pas intéressées pour fuir. Ça devient de la fuite. Mais, tu sais, d'arriver puis de voir que hey, je file pas, là. Je m'ennuie, je trouve ça dur, j'ai de la peine. Besoin de parler. Puis d'appeler quelqu'un, une amie, un ami, puis de dire, gars, je file pas, j'ai besoin de jaser. Ça, c'est contre le conditionnement masculin, mais c'est pour l'humain que je suis. Et si tu arrives à faire ça, ta peine d'amour, tu vas la traverser pas mal mieux, puis tu vas avoir moins peur de la prochaine relation amoureuse, tu vas avoir moins peur de perdre, tu vas être moins contrôlant, envahissant, moins fuyant. C'est tout l'impact que ça a d'apprendre à s'occuper de soi comme gars pour la suite de toutes nos dimensions. Là. Fait que ça, c'est en crise, c'est en remise en question, puis c'est en chantier, parce que ça bouge. En chantier. J'aime bien ça, ton expression en chantier. Parce qu'effectivement, tu me disais qu'il y avait beaucoup de gars qui venaient te voir, te consulter, dans cette remise en question-là, mais en même temps, ils n'ont pas les mots nécessairement. Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec eux. Toi, tu es un gars qui les aide finalement à aller se reconnecter à l'intérieur avec leurs émotions, à pouvoir nommer les choses, donc d'être conscient de ce qui se passe. Ça, c'est la première étape. On a parlé d'acceptation par la suite. L'identité masculine, Yvan, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ouais. C'est quoi l'identité? Comment tu définis l'identité chez un être humain? Autant homme que femme, là, finalement. Ouais. C'est vrai que ça peut être assez vague, tu sais, ça implique plein de choses, mais l'identité, on pourrait dire, c'est tout ce que tu es. C'est toute l'histoire que tu as intégrée qui a eu de l'influence sur toi, tes besoins, tes ondes sensibles, tes valeurs. Tu sais, c'est ce qui te constitue puis qui s'est créé. Tu sais. C'est sûr que l'éducation a fait partie de créer ton identité. Puis on trouve quand même, avec des éducations semblables, des identités différentes. Tu sais. Puis aujourd'hui, ben, c'est pas juste l'identité masculine, c'est l'identité au complet qui est remise en question. Il y a des gens qui veulent pas être genrés, d'autres qui... Exact. Tu sais, puis chacun son besoin de se trouver. Tu sais. Exact. Et cette identité-là, plus tu la connais, plus tu l'écoutes, plus tu la respectes, plus tu as de chances d'être heureux. Tu sais, ça me fait penser, quand j'étais à l'université, j'avais suivi un cours, c'était en psychopathologie, je pense. Il fait longtemps. Puis le prof, il avait simplifié la dépression là, d'une façon bien facile à saisir. C'est qu'il disait, tu sais, que l'identité, c'est comme une ligne, là, ici. Là. Puis le problème dans notre vie, c'est que
par manque de connaissance de soi puis d'acceptation de soi, tu prends des décisions qui t'éloignent de toi. Fait que là, ta vie s'en va comme ça. Tu t'éloignes de qui tu es. Mhm. Tu sais, que tu sois quelqu'un de sensible, plus ou moins, d'être à l'écoute de tes besoins spécifiques, d'être à l'écoute du genre de vie que tu as besoin d'avoir. Puis ça, comme je disais tantôt, ce livre-là n'existe pas, là, c'est toi qui dois l'écrire. Et à un moment donné, il arrive des événements dans la vie, une dépression ou une épreuve. Puis ce qu'on voit, c'est que les gens qui en sortent, là, gagnants de ces épreuves-là, c'est qu'ils se rapprochent de qui ils sont. Mhm. Souvent, on va entendre une grosse leçon, une grande leçon qui dit « Maintenant, j'accepterai plus jamais telle affaire. Maintenant, je vais agir de telle façon. » C'est une leçon qui me rapproche de moi. Et là, il y a un encouragement dans l'épreuve. Et c'est comme ça qu'il expliquait ça. D'être complètement collé ligne sur ligne, que ma vie ressemble à ce que je suis, c'est beaucoup demandé. Exact. Mais de s'en rapprocher. Puis ça, c'est l'emploi que tu fais, c'est les amis que tu as, Ouais, ouais. c'est la famille que tu crées, Ouais. c'est les relations que tu choisis. Tout ça, c'est en fonction de t'écouter. Mais ça, il n'y a pas personne d'autre que toi qui peut te donner ça, cette écoute-là. Tu es la première personne qui va te l'enlever, l'écoute de ton identité. Et ça demande une capacité d'introspection. Attends un petit peu, c'est tout ça que je veux? C'est tout ça qui fait mon bonheur? Une série de décisions qui vont te rapprocher de toi ou t'éloigner. Fait que l'identité, c'est tout ce que je suis. Puis ensuite, la crise d'identité, c'est que je m'éloigne trop, là. Et il y a quelque chose qui va se passer pour m'aider à revenir vers moi. C'est une très belle image. Effectivement, parce qu'on le voit, en fait, c'est ça. Moi, pour l'avoir vécu de mon côté, j'en ai fait une dépression, puis je peux vraiment, comment je pourrais dire, corroborer là, ce que tu viens de dire. Là. Il y a eu un éloignement. Je me suis complètement éloigné de ma nature. Et à un moment donné, ça a juste cassé. Et c'est vrai, de mon côté, que ça a été bénéfique, parce que je me suis rapproché de moi. C'est ça. Et même, je vais mieux qu'avant ma dépression, aujourd'hui. Ben ouais. Ouais. Tu dis à propos de l'identité, la crise d'identité vient d'un non-rapprochement de soi ou d'un éloignement de qui on est, mais tu parles aussi que l'émotion, c'est un peu l'émetteur qui nous permet de se connecter à qui on est, à notre identité. ouais. Tu peux-tu élaborer un peu là-dessus? Ben oui, tu sais, c'est particulier parce qu'en même temps, c'est un besoin que j'avais, que j'identifie comme gars. C'est-à-dire que quand j'avais parlé dans une autre émission qu'on a faite, que j'ai fait une recherche là, au CRAM, au Centre de relations d'aide de Montréal, Oui. un diplôme d'études supérieures avancées, une recherche à la première personne sur le droit à l'émotion chez l'homme. Mais, tu sais, je faisais cette recherche-là, puis en même temps, je me disais, ça me tente-tu, moi, d'accueillir mes émotions? Tu sais, si tu me donnes le choix, là, tu sais, ça me tente-tu quand j'ai de la peine de vivre ma peine? Quand j'ai de la colère, bon, c'était correct, tu sais, mais quand j'ai peur, la peur, surtout ça, tu sais. Je me rappelle, j'étais en deuxième année, à un moment donné, puis Colette Portalance m'avait dit « T'as de l'insécurité, hein, Yvan? » Ça m'avait piqué au vif, là. « Oui, mais je vais régler ça. » C'était ça ma réponse, tu sais. L'insécurité, c'est un émetteur super important, tu sais. Et en faisant la recherche, je me disais, attends un peu, là, je vois que je résiste, même si ma tête elle sait que j'ai avantage à écouter mes émotions, je le sais. Mais concrètement, là, dans la journée, m'arrêter, puis oh, hey, là, j'ai peur, hey, j'ai de la peine, ça ne me tentait pas. Et j'avais besoin de comprendre, d'un côté bien pragmatique, bien gars, hey, pourquoi je ferais ça, moi? J'aimerais bien mieux pas avoir cette sensibilité-là. Il me semble que ce serait plus simple. Et c'est là que j'ai compris, l'émotion, c'est un émetteur, j'en ai besoin. C'est pas juste pour le vivre, c'est pour savoir à quoi c'est rattaché. Quand j'ai de la peur, j'écoute, OK, je spécifie. Quoi la peur spécifique que j'ai en ce moment? Qui est liée à quoi, quelle situation? Et plus je suis capable de mettre des mots clairs, bien là, ensuite de ça, mes actions vont être guidées pour ça. Est-ce que c'est un entourage que je dois m'éloigner? Est-ce que c'est quelqu'un à qui j'ai besoin de mettre une limite? Est-ce que j'ai un besoin spécifique à exprimer? Est-ce que j'ai une action? Mais pour qu'elle soit bien déposée, là, ce choix-là de l'action, là, il faut vraiment que j'ai écouté spécifiquement c'est quoi mes peurs.
c'est quoi mes besoins. Mais ça, c'est l'émetteur qui va me donner ça. Est-ce que c'est une blessure qui est touchée dans ça? Il faut que je le sache. Ça, c'est pas l'extérieur qui va me le dire, c'est moi. C'est un peu le travail que je fais dans mon bureau, d'aider les gars à écouter l'émetteur. C'est pas moi qui vais lui dire c'est quoi qu'il vit. Je vais l'aider à écouter son émetteur pour placer sa vie en fonction de ça. Fait que l'émetteur est d'une grande importance, comme dans tout système de communication. L'émetteur, c'est... T'as l'émetteur et le récepteur. Fait que l'émetteur, c'est le départ. Pas juste pour s'arrêter à dire « Moi, j'écoute mes émotions. Hein. Moi, j'écoute ça. » Non, ça devient un guide. L'émetteur, c'est pour écouter ce qui va devenir un guide. Fait que c'est ça l'importance. J'aimerais ça qu'on fasse une visualisation, finalement, de ce que c'est l'identité masculine. Okay. Pour qu'on commence à comprendre davantage de quoi tu parles dans ton livre, puis qu'on commence à trouver des chemins pour adresser ça, cette crise d'identité-là. OK. Donc, si je comprends bien, Yvan, de ton livre, c'est que l'identité masculine, ni plus ni moins, formée de deux polarités. Oui. Qui divise la virilité d'un part. Tout ce qui est de l'ordre de la virilité. La virilité, c'est l'expression de la puissance. Oui. Et c'est bien, et ça a sa place, l'affirmation, le passage à l'action. Oui. Fait que ça a sa place. Puis la vulnérabilité, bien, c'est tout ce qui est de l'ordre de la peur, avoir besoin, tout ce qui peut nous rendre plus vulnérables. OK. Mais regarde, on va prendre le temps d'y regarder une par une, ces polarités-là. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques quelles sont les différentes composantes. Là, on parle de virilité. Ici, il y a le mot puissance. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de puissance? Bien, c'est vraiment la capacité de passer à l'action, de s'affirmer, de donner de la valeur à ce que je suis. C'est ça le rapport à la puissance non défensive. C'est bon que tu l'emmènes effectivement parce que tout ce qu'on parle ici, on parle vraiment d'une identité qui n'est pas dans la défensive. Oui, c'est ça. Donc, pas une puissance qui est là pour se défendre ou pour agresser. Non. C'est une puissance affirmative. C'est ça. Une puissance qui est saine pour un gars. Puissance créatrice Créatrice. de ma vie. OK. J'ai un besoin, je vais vers ce besoin-là. Je suis pas respecté par quelqu'un, je suis capable de mettre une limite. C'est qui est le contraire d'une virilité défensive, qui est une puissance défensive, qui est là pour masquer mes blessures. Exact. Pas la même chose. Là. Exactement. La sexualité aussi fait partie de la portion virilité de notre identité. Ça fait partie de l'affirmation de ce que je suis, de mes besoins, de la rencontre avec l'autre. C'est dans la rencontre avec l'autre que ça va se vivre encore plus. Là. L'affirmation, ni plus ni moins, on vient d'en parler. Ouais. Capacité d'analyse, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, c'est d'avoir accès à notre force de rationalisation, OK. de compréhension. L'analyse devient au service de ce que je suis comme personne pour m'aider à trouver des outils, de comprendre ce qui m'arrive, de comprendre la vie, OK. de comprendre les concepts pour avoir accès à cette force-là que j'ai. La colère fait partie de l'identité masculine. Il y a une colère positive, une colère saine. J'aimerais ça que tu nous expliques ça parce que je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question puisque on parle de ça, la colère chez du masculin là, ces temps-ci. Bien, tu sais, il faut faire la différence entre la colère, l'agressivité puis la violence. La colère, c'est une émotion. La colère, c'est pas dangereux. Tu sais, être en colère, c'est sentir, hey, wow, tu sais, toutes les espèces animales ont une espèce de colère, c'est-à-dire que je me fais piler sur un pied, je suis capable de dire « Wow, hey! » tu sais, c'est sain d'avoir une colère qui est pour se respecter, s'affirmer, puis qui est différent de l'agressivité. L'agressivité, là, ça devient intimidant, c'est tourner contre l'autre, c'est pour m'en prendre à l'autre, puis la violence, bien là, psychologique, physique, qui touche l'intégrité là, matérielle. Fait que la colère, ça demande... C'est très valorisé chez les gars. T'sais, comme moi, ça m'a demandé un travail sur moi d'accueillir la colère, parce que moi, j'avais pas de colère. Moi, je tombais tout de suite agressif. Je disais rien, je refoulais, puis à un moment donné, j'éclatais, puis j'attaquais. Fait que ça, je peux pas dire que c'était sain. Là, tandis que la colère, c'est vraiment... Ça, je suis pas d'accord avec ça. Ou ça, ça m'attaque. Je comprends. Ça, c'est sain pour défendre son intégrité. C'est une émotion saine, qu'on soit un homme ou une femme. C'est juste que chez le gars, ça devient survalorisé. OK. Au détriment, on va le voir tantôt, de la vulnérabilité. OK, c'est bon. Puis notre dernier point ici, c'est l'assurance.
La confiance en soi, c'est quoi Ouais, l'assurance? ouais. Ben, c'est ça, c'est de démontrer une certaine confiance en soi. Tu sais, on regarde ça, hein, Sébastien, parce que c'est des qualités reconnues comme étant viriles. C'est juste que l'envers de la médaille de ça, c'est la survalorisation. Tu sais, l'assurance, c'est de se donner assez de valeur, assez d'importance pour s'affirmer, pas nécessairement avec colère, mais avec confiance. Et c'est là que, par blessure d'identité, je vais vouloir survaloriser ces caractéristiques-là. Mais si on reste juste avec cette polarité-là, ça inclut ces définitions-là. Donc ça, c'est pour la virilité. Oui. Maintenant, on va aller voir du côté de la vulnérabilité. On commence avec la sensibilité. Bien, tu sais, la sensibilité, c'est la capacité à ressentir ce que je porte. Il vient d'avoir une situation, puis ah, tiens, comment ça que je viens de reculer ou je viens d'avoir peur ou ah, tiens, ça m'a fait plaisir. La sensibilité, c'est une capacité de ressentir son monde intérieur, son corps aussi. Tu sais, oups, tiens, je suis tendu. Fait que ça demande une capacité de sensibilité pour s'occuper de soi. Maintenant, on va parler de l'émotivité. L'émotivité chez l'homme. Bien, comme je disais tantôt, l'émotivité, c'est l'émetteur. Ouais. Toutes les émotions que je peux ressentir fait partie de l'aspect vulnérable et qui peut en même temps devenir ce que je vais vouloir tasser. Mais ça fait partie de l'espace qui est à écouter en soi, toute forme d'émotion. Les zones sensibles. Les ondes sensibles, c'est ce qu'on peut appeler les ondes vulnérables, les blessures. C'est-à-dire tous les espaces en moi qui ont une histoire plus sensible. C'est pas rare, ça m'est arrivé quand même quelquefois que durant des conférences ou des ateliers, je parle des ondes sensibles, puis qu'il y a des gens qui disent ah, « j'ai pas ça, moi, une onde sensible », puis c'est pas évident d'accueillir ça, mais c'est très simple de savoir si on a une zone sensible. C'est pas compliqué du tout. C'est-à-dire que pour un déclencheur ça de gros, j'ai une réaction ça de grosse. Là, OK. plus une émotion est intense dans une situation, moins elle parle de la situation. Plus elle parle de toi, de ton histoire, puis d'une zone sensible. Et d'accueillir ça, que ce soit la culpabilité, l'insécurité, l'abandon, l'infériorité. Déjà, admettre ça, c'est de se rendre vulnérable. Et c'est pas rare, encore une fois, que quand je travaille avec des gars, puis là que je dis ça, c'est une zone sensible. Il y a quelque chose qui accroche, qui dit je n'ai pas de zone sensible, moi. Fait que les ondes sensibles sont très importants parce que c'est à partir d'eux qu'on va devenir plus défensif. Exact. Dans nos relations. Pour se protéger de ces endroits blessés à l'intérieur, Ouais. il y a une défensive qui s'installe. Ouais. Et plus le déclencheur est fort à l'extérieur, plus la défensive va être forte aussi. Ouais. Bien, des fois, le déclencheur, il n'est même pas fort l'autre bord. OK. Mais si moi, j'ai une zone sensible importante, tu sais, la personne peut juste dire ah, où t'as mis telle affaire? Ben, c'est ça, tu me dis que c'est moi qui fais tout traîner. Voyons, c'était juste. Tu sais. Fait que pour des situations bien banales, je peux avoir des grosses réactions. Et là, les réactions défensives vont être à la mesure de la zone sensible. Exact. Ça peut être une défensive de retrait, de boudage, de fuite, de déserteur. Exact. Comme ça peut être une réaction défensive d'attaque, de critique, de jugement, d'agressivité. Manipulation, etc. Exactement, exactement. Fait que la connaissance des zones sensibles, c'est bien important et ça demande d'accepter de se sentir vulnérable pendant un temps. Puis, c'est pas d'en avoir le problème. Le problème, c'est si tu les rejettes. Si tu ne veux pas les voir, si tu ne veux pas en prendre conscience, ça fait que tu t'en occupes pas. Ça reste blessé. Fait que les zones sensibles, c'est un aspect bien important de la vulnérabilité. Absolument. L'intimité. Ça rend vulnérable la rencontre parce que là, j'accepte que l'autre devienne important pour moi. Dans l'intimité, ça va se vivre. Et ça demande quand même une identité solide pour accepter que je donne de l'importance à l'autre comme ça, parce que ça va me rendre vulnérable. Plus l'autre est important, plus je vais avoir peur. Plus je vais avoir peur de perdre, plus je vais avoir peur que l'autre prenne du pouvoir sur moi. Tu sais, moi, en relation amoureuse, quand je commence une relation,
J'ai peur parce que je m'abandonne et je sais que là, je vais m'attacher par les moments d'intimité. Mais l'intimité, c'est un besoin. On a besoin d'intimité. Je dirais que l'âme a besoin d'intimité, a besoin de la rencontre intime avec une autre personne. Mais l'intimité dépend ni plus ni moins de notre capacité de se dévoiler à l'autre, Ça fait. de faire confiance à l'autre, que cette Ouais. personne-là va nous accueillir Ouais. dans qui on est réellement. Ouais. C'est là qu'il y a un rapprochement intime. Est-ce que je me trompe? Oui, non, tu as tout à fait raison. Ça prend se laisser aller là pour faire confiance quand même malgré la peur que le besoin d'intimité se crée. Puis si on n'arrive pas à se laisser aller à vivre cette intimité-là, bien, souvent ce que ça va créer, c'est une série d'aventures, par exemple sexuelles, où est-ce qu'il n'y a pas d'intimité, mais le besoin est là. Fait que ça se vit, puis ça coupe tout de suite après. T'sais. Puis c'est pas que c'est pas correct, c'est bien correct ceux qui choisissent ça, mais c'est pas dans le plein pouvoir du besoin d'intimité à ce moment-là. Je comprends. C'est pas juste dans la sexualité. L'intimité, c'est la communication. Exact. C'est la rencontre, c'est le dévoilement, c'est de se montrer vulnérable. Et ça, bien, ça nourrit un besoin. On cherche l'intimité dans des projets. On cherche l'intimité dans la consommation. C'est un besoin essentiel. L'intimité serait une qualité d'une relation nourrissante. Oui, tout à fait. On pourrait dire ça comme Oui, ça. tout à fait. Et ça demande d'accepter d'être vulnérable. Absolument, ben oui. Ça nous mène à nos besoins, à les besoins affectifs. Avoir besoin de l'autre, c'est être vulnérable. Exact. J'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin d'être aimé de toi, j'ai besoin... Mais ça, déjà reconnaître ça, là, c'est pas trop masculin, avoir besoin de l'autre. Parce qu'on mélange avoir des besoins face à l'autre et être dépendant de l'autre. Colette Portelance le décrit bien, ça, c'est tout à fait le contraire, c'est une fausse croyance, ça. Plus tu t'occupes de tes besoins face à l'autre, plus tu es autonome, moins tu es dépendant. Moins tu t'occupes de tes besoins, plus tu vas être dépendant affectif des autres. Tu vas t'accrocher à n'importe qui si tes besoins ne sont pas satisfaits. Quand tes besoins sont satisfaits, bien, tu vas être autonome. C'est autonome, c'est que tu es capable de t'occuper de tes besoins affectifs. C'est la différence entre voir que quelqu'un s'occupe de tes besoins et de nommer tes besoins qui viennent d'une capacité d'être capable de s'écouter, d'aller chercher ce que tu veux finalement, au lieu d'attendre que l'autre te le donne. Ouais. C'est la distinction entre les deux. Tu as tout à fait raison. Plutôt que d'attendre que ça vienne de l'extérieur, ben je prends en main mes besoins. Puis l'autre espèce de croyance avec les besoins, le danger, c'est que, puis c'est là que les gens peuvent lâcher leurs besoins, c'est que quand on nomme notre besoin, ça ne veut pas dire que l'autre est obligé d'y répondre. Tu sais, j'aurais besoin que tu m'écoutes là, ben là, j'ai pas le temps. Tu sais, mais au moins, je garde la capacité de reconnaître mes besoins, de m'en occuper, puis d'aller vers là où ça répond au moment où j'en ai besoin. Là. D'accord. C'est engageant. Les besoins, c'est là qu'il y a de l'engagement. L'engagement, c'est je m'engage avec toi à m'occuper de moi. C'est à partir des besoins qu'on crée cet engagement-là. Mais pour ça, il faut accepter la vulnérabilité d'avoir des besoins face à l'autre. Là. Exact. Ouais. Absolument. Puis le dernier, ça serait l'insécurité. C'est normal pour un homme de vivre l'insécurité, Yvan? Mais c'est humain, puis c'est normal pour un gars. Puis je dirais que c'est une clé de voûte. Parce que c'est à travers nos insécurités qu'on peut voir que, oups, il y a soit des ondes sensibles, soit il y a des besoins spécifiques. Et nos insécurités, là, nous y ramènent. Oh, là, j'ai peur de perdre, ou j'ai peur du ridicule, ou j'ai peur de manquer quelque chose. L'insécurité, c'est une clé de voûte. Puis malheureusement, c'est une des émotions les plus rejetées chez les gars. Parce qu'être insécure, c'est pas être un gars. Fait qu'il y a cette croyance-là à changer qu'être insécure, c'est un émetteur important, puis ça fait partie d'être un gars. Puis être capable d'écouter nos insécurités, c'est de solidifier. Donc, changer nos perceptions, les gars, par rapport à l'insécurité, c'est pas une faiblesse. Ça peut être un allié pour nous, pour apprendre à se connaître davantage, puis à connaître nos besoins et à s'en occuper, finalement. Oui. C'est là l'importance, la clé de voûte, là, pour mieux s'occuper de soi. L'insécurité en fait partie.
D'accord. Donc, on a passé on a regardé ensemble les deux pôles de l'identité masculine. Là, tu nous parles d'une identité masculine unifiée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu sais, le conditionnement masculin nous divise en deux. Tu sais, sois fort, sois indépendant, n'aie pas de besoin des autres. Tu sais. Et pour moi, devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme, c'est plus être mené par ça. Oui, tu peux être fort, oui, tu peux avoir de l'autonomie, de l'indépendance, mais unifier, c'est récupérer les deux polarités. Et moi, quand j'ai écrit ce livre-là, c'est le travail que j'ai fait sur moi. Puis c'est le travail que je propose, c'est accueille tout. Tu te sens affirmatif à un moment donné, ben c'est pas défensif. Tu te sens affirmatif, ben tu t'affirmes parce que la situation le demande. Puis un autre moment, ben oups, t'as peur, ben t'accueilles la peur aussi. Oups, tu te sens blessé, t'accueilles la blessure. Hop, tu te sens dans l'action, puis dans ton potentiel de créer ce que tu veux, ben tu le fais. Pour réussir à être heureux, à être complet, c'est d'unifier les deux polarités ensemble. Les deux parties nous servent. Fait que si je me bats pas contre l'une ou l'autre, tu sais, que je sois un gars qui veut pas être associé au gars puis qui veut être bien sensible, je rejette une partie importante de Exact. l'action, de l'affirmation. Puis si je suis un gars qui veut se montrer fort tout le temps, qui rejette la vulnérabilité, ben je perds cet aspect-là, plus intime avec moi puis les autres. Fait que unifier, c'est que je rejette plus rien. Je comprends. J'accueille tout. Une acceptation globale. Ouais. Et il y a des forces dans chacun. Exact. Des polarités dans chacune des polarités. Fait que pour faire une petite, comment je pourrais dire, une petite phrase facile pour retenir tout ça, finalement, on parle de les 3 V de l'identité ouais. masculine. Donc, pour être un homme vrai, on affirme sa virilité par l'acceptation de sa vulnérabilité. Oui, hein, c'est toi qui as sorti ça après nos discussions, Sébastien. J'ai Ben, trouvé ça bien le fun. Je trouvais que ça résumait bien un peu la pensée oui. de qu'est-ce que c'est un homme unifié. Ben oui, Ou de se rapprocher de ça le plus possible, finalement. Ouais. C'est vraiment ça, l'objectif ici. Oui. De rien rejeter, Exact. autant sa partie virile que vulnérable. Et à ce moment-là, tu peux espérer te donner une vie qui te ressemble dans la personne que tu es. En dehors du conditionnement. J'aime bien ça. J'aime bien ça que tu as fait ça. Écoute, ça, c'est dans un monde idéal où c'est qu'est-ce qu'on cherche. Mais là, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui crée la confusion chez le gars. Puis, de ce que j'ai pu comprendre, on parlait de non-acceptation à partir du moment où un gars n'accepte pas soit son côté viril ou soit son côté vulnérable. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un débalancement qui se passe, et tu appelles ça, toi, la confusion d'identité. Bien, tu sais, cette confusion-là, moi, je l'ai observée qu'elle commence jeune. Et encore une fois, tu sais, il n'y a pas de mauvais parents dans ça, mais tu sais, le petit gars qui a de la peine, puis qu'on lui dit, ben non, voyons, t'es plus fort que ça, tu sais, il faut que tu sois... Puis, whoop, le petit gars, il vient mêler sur, ah, OK, quand j'ai de la peine, OK, non, ça... Parce que dans cette situation-là de dépendance à l'extérieur, l'enfant, que ce soit un gars ou une fille, c'est pour ça qu'il y a un conditionnement, là, c'est que pour être aimé, pour ne pas menacer sa sécurité, il va s'adapter puis il va comprendre les messages. OK, ça, c'est pas acceptable, ça, c'est acceptable, ça l'est, ça ne l'est pas. Puis la confusion de l'identité, c'est quand le petit garçon, qui est d'abord un humain, vit une émotion puis qui comprend qu'elle n'est pas acceptée, cette émotion-là. Elle n'est pas valorisée. Fait qu'il va la tasser. Et là, il ne saura plus ce qu'il ressent. Puis il va falloir qu'il remplace ça par quelque chose. Bien, il va remplacer ça par un sentiment, une émotion, une attitude acceptable. Exemple, il a peur. Ben voyons, tu es plus courageux que ça. Puis tout. Et là, il tasse la peur. Et là, il comprend que ce qui est valorisé, c'est être affirmatif ou colérique, ou leader, là, tu sais. Fait que, whoop, il va la remplacer par ça. D'abord, son identité devient confuse. Ça veut dire que, OK, ça, c'est pas acceptable, il tasse, il ne sait plus ce qu'il vit, et là, le psychisme va avoir besoin d'un remplacement. Et il va prendre cette émotion-là plus valorisée, puis là, il va devenir... là, il se perd. Là, la ligne, là, Exact. il se perd.
Exact. Il s'éloigne Tranquillement, de pas lui. vite, on commence à s'éloigner. Et ça vient du fait, dans l'exemple que tu as donné, c'est la non-acceptation de la vulnérabilité, de la peur, finalement. Exemple. Oui, ça l'est. Comme ça peut être que un enfant qui vit de la colère et qui se fait dire que c'est méchant. Il est méchant. Fait que là, il développe une culpabilité face à ça. Il veut la tasser. Puis là, il va présenter de la douceur. Mais là, il va devenir confus sur, voyons, si j'ai de la colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire. J'ai besoin d'affirmer quelque chose. Exact. Fait qu'il va devenir confus sur son ressenti de colère aussi, là. Et c'est là que la confusion se fait, puis qu'il y a une fausse identité qui va embarquer. OK. On va aller voir ça de plus près, en fait. Oui. Là, on va parler de la non-acceptation du côté viril. Le gars qui n'accepte pas son côté viril. Ce gars-là, il a été témoin ou victime de comportements masculins défensifs. Le garçon rejette alors son appartenance au clan des hommes. Je ne sais pas, sûrement que tu as déjà entendu ça, Sébastien, le nombre de fois, moi, que j'ai entendu des gars me dire « Je veux pas être comme mon père. Hein. Pourquoi? Tu sais, c'est pas parce que le père était super méchant, mais le père lui-même pris dans le silence, avec la responsabilité qu'il a à la maison, qui vit toutes sortes d'affaires, que ce soit de l'insécurité financière, qui est la responsabilité, tout ça, des manques avec sa conjointe, sa seule voie, c'est soit qu'il boude, il se referme, ou bien il fuit, ou bien il est agressif. Le petit garçon, il voit ça aller, là, puis il se dit, moi, je veux pas être de même. Puis en plus, c'est pas rare, il entend sa mère souffrir de comment est son père. Fait que lui, pour essayer de se sécuriser, il va essayer de trouver quelque chose, là. Comment je peux faire face à ce dilemme-là que je trouve que mon père, la façon qu'il agit, il fait souffrir, je ne suis pas d'accord. Bien, il va se faire comme un petit pacte dans sa tête. Il va se dire, moi, je ne serai pas comme ça. Et là, il va tenter de rejeter de lui tout ce qui peut ressembler à son père, et même de façon plus large, ce qui va ressembler au clan des gars. Je comprends. Et tout ça pour éviter le jugement, la culpabilité et la honte d'être un homme. En fait, elle vient de où cette culpabilité-là puis cette honte? C'est de voir ce que ça crée, les attitudes défensives de son père sur sa mère, puis sur la famille, puis sur l'entourage. Il se dit, wow, je veux pas être de même, là, moi. Je comprends. Je veux pas faire partie de ce clan-là. Donc là, il y a une honte, une culpabilité qui se développe. Et là, il essaie de tasser complètement tout ce qui peut le ramener à faire partie du groupe des gars. Bon, on va aller voir justement c'est quoi les comportements qui s'installent ou les mécanismes peut-être qui s'installent. Peut-être tu pourrais nous les lire, Yvan, en lien avec ça. Bien, l'identification puis l'idéalisation du modèle féminin, c'est-à-dire que le petit gars, tu sais, ça va être blanc ou noir. Être un homme, être comme son père, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut être. Puis il va remplacer ça par une idéalisation du modèle féminin. OK. T'sais. Donc, il va rejeter encore plus ce qu'il est comme gars, et puis le côté viril, et il va essayer de remplacer ça par des comportements qu'il voit plus chez la femme. OK. La perte de l'affirmation de son identité masculine. Il y a une perte d'affirmation à partir du moment où tu te coupes de ta polarité, de virilité dans ton identité. Bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'il ne s'assumera pas comme homme. Puis de tout ce qu'il ramène à ce qui peut être un homme, il va rejeter ça. Fait qu'il va perdre l'affirmation, être proactif, tout le côté leader. Il va tasser ça pour se montrer plus sensible et rejeter cette partie-là. Là. Je comprends. Refoulement de sa virilité et de ses désirs sexuels. Souvent, ça va avec. C'est-à-dire que s'assumer comme homme, il y a aussi la partie du désir, qu'il va mettre de côté pour pas justement faire partie du clan des gars, pas être un abuseur. Il ne faut pas insister, il ne faut pas être un abuseur. Comprends. Fait qu'il n'osera pas assumer ses désirs avec respect là, envers la femme, être capable de dire hein, « j'ai envie de toi, je te trouve belle ». Puis si elle dit non, ben c'est correct, là, il respecte ça. Mais le gars qui rejette sa virilité, ben, il n'osera même pas assumer son propre désir. Puis c'est là que moi, c'est pas rare, je vais entendre des femmes en consultation de couple qui vont dire « mais ça me manque, tu sais, mon chum, il me le montre pas qu'il me désire. Puis, ben oui, il y a une castration. OK.
Le gars s'est comme castré de ses désirs sexuels pour être sûr de ne pas être jamais culpabilisé, se faire dire que c'est un abuseur ou de ce type-là. Là. Fait qu'il se castre lui-même de ses désirs. Je comprends. Puis il va se très bien. sentir coupable. S'il a du désir, ah non, il va se sentir coupable. Il n'osera pas. Ça va être vraiment castré. Puis il va développer des comportements, que ce soit la porno, autre chose, pour la vivre quelque part. Là. Ça fait comprends. partie de lui, là, avoir du comprends. désir. Là. Donc, vis ça seul, en cachette, presque, Ouais. pour pas qu'il y ait personne Pas qui en le sache, relation, pas en se sentir- relation. Il va se sentir coupable de toute façon. Là. OK, Ouais. OK. Puis le dernier, c'est l'apparition de masques de douceur et d'antivirilité. Dans l'épisode numéro 2 qu'on a fait ensemble, on en parle de ces masques-là. Donc, le gars va compenser en projetant l'image d'un gars doux, d'un gars sensible, Ouais. pour masquer son côté masculin, finalement, son côté viril. Il veut pas... Pour fuir la honte et la culpabilité. Simplement. Ça se passe avec lui-même surtout. Tu sais, avoir de la douceur puis de la sensibilité, c'est parfait. Mais quand ça devient un masque, c'est-à-dire que je cache mes sentiments puis mes émotions réelles par peur de me sentir coupable et honteux, puis je démontre une attitude plus douce, plus sensible que je ne le suis réellement. Je comprends. Fait que c'est cette défensive-là qui va apparaître. Ben, tu sais, j'ai envie de te partager, Yvan. Bon, j'ai lu ton livre, évidemment, puis cette partie-là de la non-acceptation de la virilité, c'est quelque chose ni plus ni moins que j'ai vécu quand j'étais jeune. Puis je me rappelle ce qui s'était passé à un moment donné. C'est que quand j'étais jeune, j'étais un petit gros. Puis j'avais honte de ça. OK. Je me sentais regardé puis jugé. OK. Puis j'avais des petits seins. OK. Puis je savais que, tu sais, des petits seins, les seins, c'est pour les filles, c'est pas Ouais, pour les ouais, gars. ouais. Fait que, tu sais, je me sentais comme menacé dans ma masculinité déjà à cet âge-là, la peur de me faire traiter de petite fille à cause de ça. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais chez mes parents, puis bon, on avait une rencontre de famille, puis on était tous à l'extérieur, une espèce de barbecue, tout ça. Puis moi, pour moi, là, la piscine l'été, là, sortir, là, tu sais, en maillot de bain, ça me demandait quelque chose. J'avais une peur bleue, finalement, de me faire pointer du doigt ou de me faire juger. Fait que souvent, je partais de la maison, je marchais vite pour aller dans la piscine. Je voulais pas que le monde me remarque, tu sais. Je m'aimais pas. Ouais. Puis je me rappelle, un après-midi, il y a un de mes oncles qui sort de bord, il me regarde, il dit « Hey, on était avec d'acheter une brassière à celui-là, tu sais. » Aïe, aïe, aïe. Et ça m'avait tellement, tellement blessé. Ouais, je comprends. Je m'en rappelle, c'est très vivant encore à l'intérieur de moi, ce moment-là. Puis cette journée-là, je me rappelle, je suis descendu dans ma chambre après, je vivais de la colère. Je vivais... C'est humiliant. J'étais humilié. Ouais. Puis j'ai commencé à m'haïr. J'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi, mon corps. J'ai commencé à haïr mon corps, puis j'ai commencé à développer beaucoup de complexes par rapport à ça. T'as retourné ça contre toi. J'ai retourné ça colère-là. contre moi en plus. Mais tu sais, ce que je me rappelle le plus à ce moment-là, c'est, OK, c'est assez, là. Les hommes sont insensibles. Ah, ouais, OK. Sont pas... La méchanceté La des gars. méchanceté des hommes. Mais ouais. Je pense pas que mon oncle m'ait dit ça pour mal faire. Il m'a dit ça, il a passé un commentaire juste de gars, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est tellement venu me blesser. Je comprends. Et c'est venu rajouter par-dessus en des blessures que j'avais eues dans le passé. Puis clairement, je suis tombé dans des masques d'antivirilité. Ben ouais. Ça a confirmé. Là, tu as été victime. Tu sais, c'est une forme de violence psychologique. Ça atteint ton intégrité de gars, là. Exact. Ça a confirmé que les gars, là, c'est méchant. Exact. Fait que ce que tu parles à travers tout ça, ce que tu expliques, moi, ça me rejoint énormément. Et j'ai vu dans mon cheminement de gars, il y avait un désir qui s'est fait ressentir à un moment donné d'aller regagner mon affirmation de soi que j'avais pas développée ou que j'avais perdue à un moment donné. Parce que je trouvais ça trop gars. Mais, Je trouvais ça trop... J'avais honte de ça. tu sais. mais ouais, je comprends. Ça me fait penser, tu sais, dans la cour d'école primaire, mais vers la fin du primaire puis secondaire, les gars plus vulnérables, ils se faisaient attaquer plus. C'est vrai? Et ils étaient sujets à recevoir plus de violence. Il y avait quelque chose entre gars que ceux qui étaient vulnérables, ça attisait de la violence. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques fois des gars qui sont venus me voir pour que je les défende, des gars plus sensibles, plus vulnérables, puis qui avaient peur parce qu'ils se faisaient agresser, humilier, ridiculiser.
sais, les gars, à rejeter notre sensibilité puis notre vulnérabilité, à en faire violence à nous-mêmes, bien, quand on voit un autre gars qui est comme ça, c'est comme si ça amenait à faire la même violence au gars l'autre bord que je me fais à ma vulnérabilité à moi. Une espèce de paradoxe, tu sais, entre les gars qui est une dureté, là. Puis on encourage à ce moment-là de se montrer dans une virilité défensive. Bien, ça ferait du sens ce que tu viens de dire, en fait, parce que peut-être qu'un enfant sensible et plus vulnérable à l'adolescence va attirer, comment je peux dire, le mépris des jeunes qui ont grandi avec dans la non-acceptation de leur vulnérabilité, finalement. Eux ont développé une survirilité. Oui, ils ont vécu, eux autres, même une violence sur leur sensibilité et leur vulnérabilité. Fait que quand ils rencontrent un autre garçon là, à l'école qui se vit dans sa vulnérabilité et sa sensibilité, ils vont servir cette violence-là. Là. Bien, écoute, ça fait le pont, finalement, avec la non-acceptation de la vulnérabilité chez le jeune garçon. Oui, c'est en plein ça qu'on parlait, là. Exact. Donc, une figure parentale masculine qui a ridiculisé la sensibilité chez le garçon et survalorisé la virilité défensive. C'est juste ça, ça me fait penser, je pense que j'ai donné cet exemple-là, tu sais, que mon père, c'était pas un tough, c'était pas un dur, mais c'était un rationnel, tu sais, puis il valorisait beaucoup ça. Tu sais, pour mon père, être émotif, c'était d'avoir un problème, c'était d'être immature, tu sais, c'était d'être faible. C'est qu'à un moment donné, ma mère, elle allait pas bien, puis mon père m'avait dit, je sais pas, j'avais 5-6 ans, il dit, tu sais, ta mère est sensible, tu sais, elle est émotive, tu sais, ça la rend plus faible, tu sais, il faut être plus fort que ça, tu sais. Moi, j'ai enregistré ça, OK, comme gars, il faut que je sois fort, puis pour être fort, il ne faut pas que je sois émotif. Puis mon père, certainement, qui m'a dit ça dans une bienveillance, que, tu sais, fais attention pour ne pas être trop vulnérable. Mais il m'a passé sa valeur, puis j'étais tout petit, puis moi, je voulais y plaire aussi à mon père, là, tu sais. Fait que je me rappelle que devant lui, là, j'ai travaillé fort pour être rationnel. Je comprends. Pas pour être un tough physiquement, mais pour être rationnel, puis rejeter ça, là. Fait que tu avais peur, finalement, en montrant ta sensibilité, que ton père allait te rejeter, ni plus ni moins, c'était ça. Me rejeter, me juger faible. Puis, les fois que j'ai été vulnérable, effectivement, il a émis des commentaires où il se tassait, tu sais, tout simplement. Il ne donnait pas d'importance à ça. Ben, tu sais, comme j'ai dit, on a déjà eu une grosse jase, lui et moi. Puis il m'a dit qu'à ce moment-là, en fait, c'est parce qu'il ne savait pas quoi faire. C'était pas par méchanceté. Mais le petit enfant de 5-6 ans, le petit gars de 5-6 ans, lui, il ne comprend pas ça. Il sait juste que, oui, c'est vrai, il m'a déjà dit ça. Là, je montre que je suis vulnérable. Il m'a tassé ça. Il m'a essayé de me montrer au-dessus. Là, fait que dans ta tête de jeune gars, finalement, à ton insu, inconsciemment, tu as commencé à rejeter ta vulnérabilité. Ma sensibilité, mon émotivité, la vulnérabilité, pour essayer de me montrer... C'est un des masques, pour essayer de me montrer plus rationnel à ce moment-là. OK. C'est un phénomène de refoulement, là. Je ne peux pas écouter l'émetteur si je fais ça. Fait que comme conditionnement masculin, ça a fait partie du chemin de rejeter l'émetteur. Je comprends. On va aller voir qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là. Donc, c'est donc une identification au modèle masculin défensif. Ben oui, le petit gars qui tasse sa sensibilité parce que pour lui, c'est humiliant, c'est de perdre sa masculinité, bien, il va chercher des modèles défensifs de gars qui représentent ça, qui sont eux-mêmes défensifs. Puis moi, je me rappelle, bien, tu sais, même là, nos héros, comme on parlait, nos héros de gars, c'est souvent des toughs, des durs. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un modèle de gars. C'était Serge Savard. Okay. Puis moi, j'imaginais Serge... Écoute, Serge Savard, méchante pièce d'homme qui jouait pour le Canadien. Puis j'avais lu un moment donné à travers des journaux qu'en plus, c'était un homme d'affaires. Tu sais, il était dans l'immobilier. Puis tu sais, c'était un des gars qui, dans la chambre des joueurs, lui, il lisait la finance. Tu sais, fait que là, moi, je me disais, wow, tu sais, ce gars-là. Mais moi, j'imaginais, en sachant que c'est pas vrai, mais je l'imaginais qu'il n'avait jamais peur, cet homme-là. Jamais. Fait que là, j'ai projeté sur lui l'image du top masculin. Tu sais. Écoute, t'es joueur du Canadien, puis tu sais, dans les années 70-80, le Canadien, là, c'était quelque chose. Oui. Hein, et à un moment donné, je faisais... Encore une fois, il y a des synchronicités.
j'écrivais ma recherche là, avant de faire mon livre. Et je suis en avion parce que je m'en vais donner des conférences en Europe. Puis là, je lis un reportage sur Serge Savard. Puis là, il y a une question qui dit « Avez-vous des peurs? » Et Serge Savard, il répond « Oui. » Oui. Puis là, il parle de ses peurs. Écoute, ça m'a apaisé. Mon top modèle, là, il a peur. Fait que là, ça a fait « Ah, je peux arrêter de croire que être un vrai gars, c'est jamais avoir de peur. Parce que la réalité, c'est que tout le monde a des peurs. T'sais. Fait qu'on survalorise des modèles masculins défensifs et à ce moment-là. Je comprends. Donc, l'homme perd son identité humaine, qu'on pourrait dire. La sensibilité, c'est l'identité humaine. Oui, tout à fait. Refoulement de ses émotions et survalorisation de la virilité défensive. Oui, on en a parlé. On a parlé. Puis l'apparition de masques de rationalisation et de dureté. Ouais. Donc, tu nous as parlé dans l'exemple que tu as vécu avec ton père, que tu as commencé à adopter une attitude rationnelle. Donc, cette confusion-là, elle se fait d'une façon inconsciente chez le jeune garçon. Elle se fait par des exemples à l'extérieur, des interprétations de ces exemples-là. Oui. Puis à partir de ce moment-là, l'enfant va se positionner d'un côté ou de l'autre en fonction des peurs qu'il a, de ne pas se faire accueillir, aimer par son père, entre autres par sa mère aussi, d'un autre côté. Puis tu parles dans ton livre, ça m'amène à te poser cette question-là, tu parles d'introjection. Dans le contexte de ce dont on vient parler en ce moment, ça serait quoi l'introjection? Bien, les introjections, c'est des fausses croyances qu'on achète qui viennent appuyer nos expériences et s'éloigner de nous. T'sais, exemple, avoir de la peur, ben, c'est être faible. Là, je viens d'appuyer l'expérience avec une croyance et là, je m'éloigne de moi. Être sensible, c'est s'attirer de la violence. Fait que c'est ces croyances-là, pas toujours conscientes, mais qui vont gérer et appuyer le reste de la formation de notre fonctionnement comme gars. Donc, les introjections, ni plus ni moins, c'est un peu la conséquence suite à notre éducation. Les introjections nos expériences deviennent des croyances qu'on se fait pour nous-mêmes en fonction de ce qu'on a reçu, des expériences qu'on a eues dans notre famille, avec notre père, de la façon dont on a été élevé. Ça devient ancré, puis ces croyances-là, souvent, sont confirmées à l'adolescence parce que je m'attire. Par exemple, si j'ai la croyance que être sensible et vulnérable, ben c'est de ne pas être un vrai gars, puis c'est que je vais être rejeté. Tu arrives à l'adolescence, premièrement, tu vas choisir un groupe d'amis qui rejoint un peu tes valeurs. Tu vas aller vers eux. Je me rappelle, moi, je me tenais un peu avec les gars de football. Tu sais, j'ai commencé à jouer, j'avais 13 ans. Puis, je me rappelle, à un moment donné, je filais pas. Puis là, je parle de ça à un gars de la gang. Tu sais, là, je file pas, j'ai peur. Puis là, il me regarde, puis il me dit « Hey, t'as des problèmes, toi, Chris. » Il me dit ça. Ça a scellé le pot, là. Pouf! Ça a fait « OK, c'est beau. Je parle plus de ça, je montre plus ça. » Et là, ça a confirmé. Mais si j'avais pas eu cette croyance-là, ce gars-là m'aurait dit ça. J'aurais répondu « Ben voyons, c'est toi qui as des problèmes. » Puis aujourd'hui, je dirais « Ben oui, j'ai peur. » Pourquoi? Puis c'est ce que je dis d'ailleurs quand je parle de mes peurs, puis quelqu'un me dit « Ouais, c'est quoi ça? » Je dis « Ben oui, telle affaire me fait peur. » C'est tout ce changement-là de conditionnement où est-ce que à l'enfance, je prépare ça, à l'adolescence, c'est scellé. Et ce conditionnement-là est scellé. Puis c'est là le travail à faire là, pour les gars de récupérer ça. Écoute, en parlant de ça, justement, dans les croyances, on dit souvent, puis tu en parles dans ton livre, que les gars sont beaucoup à propos de qu'est-ce qu'ils font, plus qu'à propos de qu'est-ce qu'ils sont. Mm-hmm. Les gars vont valoriser beaucoup le travail, les gars vont valoriser beaucoup les réalisations. Ils vont parler moins de l'être, de qui ils sont. Puis j'aimerais ça, je veux lire une partie dans ton livre que j'ai trouvé vraiment intéressante, puis toi, tu fais ça dans tes groupes d'hommes. Tu dis que tu présentes avec fierté tes accomplissements professionnels. Tu leur dis donc, je suis Yvan Faneuf, je suis thérapeute, j'ai fait ci, j'ai fait ça, avec une fierté, évidemment. Et d'un autre côté, tu dis, et maintenant, sur le plan personnel, je suis un homme très sensible, insécure,
peureux et émotif. Mhm. J'étais un homme pour qui la relation amoureuse et sa fille occupent une place prioritaire. J'étais un homme marqué par la peur du ridicule. Mhm. J'étais un homme qui aime se sentir proche des autres hommes. Mhm. Je suis pas un homosexuel, mais j'ai besoin d'échanger avec d'autres hommes. Cela m'apporte beaucoup dans mon sentiment d'être moi-même plus homme. Mhm. Je trouve ça beau puis très touchant Mhm. que tu te donnes ou que tu te dévoiles comme ça dans un groupe d'hommes, sortir du paraître puis de dévoiler dans l'être. Mhm. C'est quoi l'impact que ça a chez les gars quand tu te dévoiles de cette façon-là dans tes groupes? Tu sais, moi, c'est une façon de mettre la table, puis c'est une façon d'aussi être un modèle de cette espèce d'équilibre-là à, oui, être fier de nos réalisations. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, un gars qui me parle de ses réussites. Tu sais, j'aime ça entendre ça, un gars qui est parti son entreprise ou l'autre tu sais, qui est électricien puis qui fait telle affaire. Puis moi, ça m'impressionne, là. Je les écoute, je fais « wow ». Puis, mais c'est pas ça qui va créer complètement le lien, mais ça en crée un. Tu sais, souvent, ça peut impressionner, puis tout ça, puis c'est bien correct. Mais après ça, là, si je réussis chacun à parler de qui je suis, là, il y a un contact encore plus intime, plus proche, plus nourrissant. Fait que moi, je fais exprès pour faire ça, pour mettre la table et favoriser ça dans les ateliers de groupe d'hommes. Puis ça favorise, justement, que les gars vont commencer à se montrer comme ils sont. Et là, les liens sont plus forts entre nous. Et c'est aussi quelque chose qui peut être amené dans la relation avec la femme, tu sais, être fier de ce que je fais, mais te montrer qui je suis aussi. Tu sais, c'est un principe d'intimité puis de relation nourrissante. C'est pour ça que j'applique ça dans les groupes d'hommes, là. C'est un chemin, en fait. Moi, je trouve ça beau parce que finalement, il y a une certaine vulnérabilité de ta part quand tu te dévoiles de ce ouais. côté-là. Puis justement, comme tu dis, ça crée l'espace pour que les autres hommes, pas nécessairement à sauter dans se dévoiler eux-mêmes, mais du moins comme wow, tu sais, c'est comme une permission en quelque part que tu donnes. Ah, ça a de l'impact. Ça a À de chaque fois que je l'impact. fais ça, là, les gars sont touchés, ils ont, tu sais, ça les rapproche de moi, ça crée un lien. Puis, tu sais, ça va avec concrètement démontrer ce que j'ai écrit là puis ce que je fais. C'est-à-dire que j'accueille ce que je suis comme personne et je reste à me sentir un gars pareil. Exact. Moi, je suis un gars qui a peur, qui a de la peine, mais je reste un gars quand même. Ça fait que ça donne le droit aux autres gars de gars, je peux accueillir ça, puis moi aussi, je vais rester un gars. Je perds pas mon identité de gars parce que j'ai ces sentiments-là. là. Ben justement, tu sais, comme la confusion identitaire chez l'homme passe ni plus ni moins, encore une fois, on le dit depuis le début de nos 3 épisodes, là, ça passe par une reconnexion à l'intérieur, ça passe par être capable de rencontrer son monde émotionnel, qu'est-ce qui nous habite, d'être un homme unifié, une invitation à s'unifier avec notre virilité puis notre vulnérabilité. Ouais. Y a-t-il des ressources qui existent pour aider les gars à se prendre en main? Oui, ça, il y en a. Tu sais, ça me fait penser. Je sais qu'à l'Université Laval, il y a déjà un département important. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le conditionnement masculin. Il y a de plus en plus de ressources pour hommes. Il y a des groupes d'hommes en privé aussi. Fait qu'il y en a de plus en plus. Et ce qui est encourageant, c'est qu'il y a de plus en plus de gars qui ont envie de faire une démarche pour eux. Tu sais, ça me fascine. Hein? J'avais jamais vu ça avant, mais écoute, des fois, il y a des gars là, de 30, 35, 40 ans qui viennent me voir et disent « Hey, as-tu un thérapeute à me référer? J'ai besoin de mieux me connaître. » Puis j'entendais pas ça avant, là, 15 ans. Tu sais, à cette heure, l'autre fois, je parlais avec ma fille, avait un groupe d'amis, puis un des gars dans la gang disait « Hey, t'es thérapeute, travaille avec les gars. » Ah, il dit « Moi, j'ai besoin de parler. » Tu sais, c'est touchant au bout, là. Tu sais, il est père de famille, 2 jeunes enfants, puis qui tu pourrais me référer? Quelle démarche je pourrais faire, là, tu sais? Je vis des affaires, je sais pas quoi faire avec ça, puis ça fait du trouble à la maison, là. Fait que je veux parler de ça. Fait qu'il y a les gars qui sentent le besoin, puis il y a des ressources de plus en plus, là, qui se développent. Avant, c'était juste pour la violence chez les gars. Là, maintenant, c'est plus juste pour ça.
pour le bien-être chez les gars. C'est pour s'occuper de soi, les pères séparés, les pères qui ont besoin de références. Il y a de plus en plus de ressources diverses qui n'est plus juste sur la violence, mais au-delà. En fait, c'est une invitation à adresser le problème à la source, finalement. Oui. Il y a un problème de violence, mais le problème à la source, c'est la pointe de l'iceberg, exactement. Oui, au départ, c'est toute une difficulté à s'écouter, à se connaître au niveau de sa sensibilité, sa vulnérabilité, s'affirmer dans ses limites de façon non défensive et prendre soin de soi de façon plus adéquate. Fait que oui, ce mouvement-là, il est enclenché. Écoute, Yvan, on pourrait conclure cette rencontre-là sur cette note. J'aimerais ça. J'ai envie de montrer un peu. On parlait tantôt de héros d'enfance, puis je me suis amusé justement à voir. Toi, ton héros d'enfance, Yvan, c'était Rawhide Kid. C'était qui ce gars-là? Ça, c'est vraiment, j'étais très jeune. C'était une bande dessinée. Quand tu me l'as rappelé, là, je m'en rappelais même plus. OK. C'était en bas de 10 ans. Rawhide Kid, écoute, c'était le plus fort. Il n'y avait pas personne de plus fort que lui. OK. Il n'avait jamais peur. Puis, tu sais, c'était un cow-boy. Tu sais, dans les années 60-70, les westerns, c'était populaire. Hein? Fait que c'était un cow-boy en plus. Et c'était un solitaire. Ça, c'était une espèce de petit rêve caché. Ah, être solitaire, t'as pas besoin de personne, donc t'es pas vulnérable. C'est l'envers du héros là, qui est malsain pour soi. Je comprends. Mais c'était Rawhide Kid, mon héros. Là. Fait que ni plus ni moins, t'es devenu un Rawhide Kid à ta façon. Tu t'es inscrit t'étais dans une équipe de football. T'étais le gars tough. Ouais. Dans le football, c'est comme si j'avais trouvé la façon de personnifier mon Rawhide Kid. Là, c'est un sport quand même assez violent. Là. Mais ouais, c'est ça. Quand j'ai connu le football, j'ai pu vivre là, dans cet aspect-là. Dans cet aspect-là. Ouais. C'est bon. Écoute, je vais te partager le mien. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une obsession pour la musique rock, évidemment, mais mon guitariste préféré, c'était Eddie Van Halen. Ah oui, OK. Virtuose, c'est un gars, c'est un génie. Et moi, il m'apparaissait aussi comme un gars qui était très sensible, parce que je me suis dit, wow, pour jouer de la musique comme ça, t'es connecté à ta sensibilité. Donc, c'était un gars qui était extrêmement talentueux, mais il y avait aussi cette espèce d'arrogance-là, de supériorité, qui me plaisait d'un côté. Il était un peu au-dessus de tout, il savait qu'il était le meilleur. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas vraiment de compétition. Une supériorité, comme tu dis. Une supériorité bien assumée, mais tu voyais que le gars... Puis, tu sais, moi, ça me plaisait, ce côté-là. Fait que, tu sais, tu peux voir qu'en me... On voit le modèle. Oui, ça, j'ai hésité avant de mettre cette photo-là, mais finalement, j'ai pris mon courage à deux mains, je me dis, je vais le faire. Mais tu sais, ça montre à quel point que nos héros d'enfance ont une influence sur nous. Puis moi, je me suis reconnu dans ce gars-là, fait que j'ai commencé à avoir ses cheveux puis à porter son attitude. On les choisit pas pour rien. C'est ça l'exercice que je mets dans mon livre. Le héros que tu choisis, ça personnifie tout le conditionnement que tu portes. Tu sais, fait que je trouve ça bien le fun que tu aies rajouté ça. Écoute, Yvan, un gros merci pour les 3 entretiens que tu m'as accordés en lien avec ton livre « Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme ». Je suis beaucoup dans la gratitude que tu aies accepté, d'une part parce que ton livre, comme je le disais en début de première entrevue, a eu un gros impact sur moi. Il me travaille encore. Puis, en même temps aussi, d'avoir fait tout ce travail ensemble, je suis vraiment présent à la contribution. Le temps que tu as accordé à ça, le temps de qualité, la contribution que je souhaite qu'on ait pu faire pour les hommes qui vont écouter nos épisodes, s'ils peuvent se reconnaître un peu plus, puis commencer à comprendre un peu plus, peut-être, qu'est-ce qui se passe avec eux, puis peut-être les encourager ou les inspirer à s'engager dans une démarche d'aller à la rencontre de soi, finalement. C'est sûr que ça m'a fait plaisir, Sébastien. Puis moi, ce qui m'a touché, c'est ton investissement. Tu sais, tu disais ça tantôt avant qu'on commence. Ça peut être pédagogique, là. Ça peut aider des gars à... Moi, c'est un cheminement que j'ai fait d'abord pour moi, comme gars, à partir de quelque chose où j'étais malheureux pour être plus heureux. Puis c'est un cheminement que je continue. Puis si ça peut... Je suis sûr que ça peut aider d'autres gars.
Fait que merci aussi de ta contribution et de la qualité que tu as mis dans ça. Bien, ça me fait plaisir. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors, j'ai beaucoup apprécié ma collaboration avec toi, je veux le dire. À suivre. À suivre. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode du Chemin vers soi avec Yvan Faneuf sur l'identité masculine. Je vous rappelle que le livre d'Yvan est disponible. Vous pouvez l'avoir soit sur Amazon ou vous pouvez le commander directement au Centre de relations d'aide de Montréal ou dans les librairies. Puis je termine en vous disant, laissez des commentaires, soit sur notre page Facebook Sébastien Toupin, Le Chemin vers soi, ou sur notre chaîne YouTube. C'est toujours apprécié de vous lire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les hommes sont en crise d'identité? Est-ce que vous connaissez des gens? Est-ce que vous vous êtes reconnus là-dedans? Alors c'est tout ça. Permettez-vous d'écrire, de commenter. Ça va vraiment me faire plaisir de vous lire. Alors, un gros merci d'avoir été là. Yvan, voilà. Merci encore une fois.